Bonjour et bienvenue dans cette formation à destination du monde du BTP. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux risques électriques pour le personnel non électricien. Pour nous aider sur ce sujet, nous rejoindrons Serge, notre expert de l'OPP BTP, en compagnie de Clément qui souhaiterait être accompagné sur le sujet. Bonjour Clément. Bonjour Valérie. Clément, vous êtes le chef d'une entreprise tout corps d'État avec des chantiers aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Expliquez-nous ce qui vous fait redouter le risque électrique pour votre personnel. Disons que notre activité peut nous emmener à travailler à proximité de lignes électriques aériennes, quand on va utiliser un échafaudage ou un nettoyeur haute pression pour une façade de bâtiment. Le constat est le même quand on doit abattre une cloison dans un bâtiment. Mon personnel est pour ça assez polyvalent. Parfois, on renforce les équipes avec des intérimaires et même dernièrement, on a embauché 2 jeunes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le faible niveau de connaissance de chacun vis-à-vis du risque électrique. Peut-être que moi non plus, je ne maîtrise pas tous les points de vigilance par rapport aux différents types de chantiers que j'encadre et j'aimerais vraiment y voir plus clair. Je comprends parfaitement votre inquiétude pour votre personnel face au risque électrique. Dans ce module, nous allons voir comment prévenir le risque électrique pour un chantier en extérieur pour mieux encadrer et garantir la sécurité de vos équipes. Tout d'abord, il faut savoir que le risque électrique est régi par un certain nombre de textes réglementaires et de normes. On commencera donc à analyser les risques liés à votre intervention dès lors qu'elle se déroule à moins de 50 mètres d'un réseau aérien nu, moins de 50 cm d'un réseau isolé comme ceux que l'on voit en façade pour alimenter un bâtiment. La toute première étape va consister à se renseigner, observer et à repérer la présence éventuelle de réseaux enterrés et de réseaux aériens gainés ou non isolés. L'analyse des risques met donc en évidence si l'équipe et le matériel vont être exposés ou si les travaux risquent d'endommager les installations existantes. Non mais attendez, c'est 50 mètres pour un fil nu ou 50 cm pour un fil isolé, mais c'est tous les jours sur les chantiers. C'est comme si vous disiez qu'on n'a plus le droit de bosser. Rassurez-vous Clément, je ne vous dis pas que vous ne pouvez plus travailler. Je dis simplement qu'il appartient aux donneurs d'ordre et à l'encadrement de repérer les risques électriques lors de la phase de préparation des travaux. Une fois que ce risque est repéré, des textes vont alors donner des mesures de prévention spécifiques à appliquer. Pour les réseaux aériens, fréquemment en fil nu, l'accident sera souvent mortel si on touche ou si on s'approche trop près d'un câble. Pour les réseaux aériens isolés, on peut s'approcher des câbles, mais il est interdit d'y toucher, de les déplacer ou de les endommager. C'est pourquoi, pour les réseaux aériens, vous aurez été informé de leur présence grâce à votre déclaration d'intention de commencement de travaux. Vous devez donc attendre de l'exploitant de ce réseau un certificat de mise hors tension ou de mise en place de protection pour tiers. C'est la seule preuve qu'il n'y ait plus de danger pour vos équipes. Dans le cadre de l'alimentation électrique d'un bâtiment, comme par exemple un éclairage présent sur la façade du bâtiment à nettoyer à haute pression, ce n'est pas la même chose. C'est le propriétaire du bâtiment qui doit faire réaliser une consignation. Toute mise en sécurité pour tâches non électriques nécessitera l'action préalable de personnes habilitées, internes ou externes. Soyez également vigilants au moment des travaux s'il faut modifier le travail ou le mode opératoire parce que l'installation est différente de ce que l'on imaginait. Dans ce cas, on arrête l'activité en cours, on fait une nouvelle analyse de risque et si nécessaire, on informe l'exploitant. Vous voyez Clément, on ne vous interdit pas de travailler, on vous invite surtout à repérer les risques en amont, histoire de les supprimer au moment de l'intervention de vos équipes. Ok, c'est clair. Et quand c'est moi qui mets à disposition des installations de chantier pour que mes gars se branchent, quels sont vos conseils ? Alors, tout d'abord, mettez à disposition des installations conformes et contrôlées, pour lesquelles les vérifications générales périodiques ont été réalisées. Le but de ce rapport, c'est de vous signaler toute anomalie détectée. Évidemment, aucun matériel ne peut être mis en service tant qu'il n'a pas été réparé. Les installations et les équipements sont raccordés sur un circuit comprenant une prise de terre, équipée d'un disjoncteur différentiel en 30 mA, protection qui va éviter pour tout défaut d'isolement que le courant ne traverse l'individu. Ensuite, il faut fournir à vos équipes le matériel adapté à la tâche.
vous serez notamment particulièrement vigilant sur le degré de protection. Reprenons la situation de nettoyage haute pression. Le matériel est exposé à des poussières et à de l'eau. C'est pourquoi il est indispensable de vérifier le degré de protection qui doit être IPX5. En effet, si vous utilisez une rallonge non conforme ou de type domestique, il y a un risque évident d'électrisation en présence d'eau. C'est pourquoi il faut utiliser le guide qui vous révélera les préconisations des différentes classes d'indices de protection. Grâce à vous, Serge, on a déjà un premier aperçu des fondamentaux à prévoir sur un chantier pour limiter le risque d'électrisation. Et il existe bien d'autres actions complémentaires pour améliorer la prévention. Il s'agit notamment de la mise à l'écart de tout matériel détérioré et de faire cesser toute tentative de réparation hasardeuse. Dans les situations de coactivité, soyez également vigilants à adapter une installation électrique que l'on doit se partager. Nous recommandons d'ailleurs le recours au matériel électroportatif sur batterie pour éviter cette situation. Voilà de quoi mieux gérer le risque électrique sur les chantiers en extérieur. À présent, répondez à quelques questions pour revoir les notions que nous venons d'aborder. C'est à vous. Pour ce chapitre, étudions les situations de chantier en intérieur afin de prévenir le risque électrique. Comme pour les chantiers en extérieur, nous vous recommandons une bonne préparation de chantier et un repérage préalable. Identifiez notamment l'accès à l'énergie électrique et interrogez-vous. Votre personnel va-t-il se raccorder sur l'installation électrique d'un particulier et celle-ci est-elle protégée des surintensités avec protection différentielle 30 mA raccordée à la terre? Faut-il rajouter un coffret de chantier? La puissance de l'installation existante sera-t-elle suffisante pour vos travaux? Et s'il faut installer un groupe électrogène, avez-vous pensé à ne pas le garder à l'intérieur à cause des gaz d'échappement nocifs? Comme pour le chapitre précédent, il est indispensable d'évaluer les différents paramètres du poste de travail, humidité ou présence d'eau, parois métalliques ou enceinte conductrice. Tout cela va vous amener à adapter le mode opératoire et le matériel associé pour garantir la sécurité de vos équipes. Ici aussi, vous devez mettre à disposition du matériel conforme, vérifié et disposant du bon degré de protection et d'isolation. Les réparations bricolées sont à bannir, telles que les épissures et scotch orange sur les câbles. Une vigilance accrue est indispensable sur vos chantiers. Préparer le chantier, c'est également repérer le tracé des canalisations. S'il y a abattage ou percement de cloison, il existe des détecteurs à cet effet. Si ces travaux peuvent dégrader les installations électriques existantes repérées, faites procéder, avant d'intervenir, à une mise hors tension des équipements. Cela vaut pour tout type de travaux réalisés car seules les personnes formées et habilitées sont autorisées à intervenir sur les installations et équipements électriques. Saviez-vous que des gestes qui vous apparaissent anodins peuvent nécessiter une habilitation? C'est le cas lors d'un réarmement d'un disjoncteur. C'est aussi le cas pour le remplacement d'une prise murale. Désignez également une personne habilitée pour récupérer l'attestation de mise hors tension réalisée par un intervenant externe. Merci Valérie. Je vais identifier dans mes équipes qui a besoin de telle ou telle habilitation. Et côté matériel, que me conseillez-vous, vu que je dois faire quelques commandes pour équiper les prochains chantiers? Tout d'abord, Clément, je vous préconise de vérifier que vous n'achetez que du matériel à usage professionnel. Attention à ne pas confondre avec certains équipements à usage domestique que l'on retrouve dans les enseignes courantes de bricolage, car ils n'ont pas forcément les bonnes caractéristiques. De plus, privilégiez l'outillage fonctionnant sur batterie, car il s'agit de très basse tension. Cela évite l'utilisation de rallonges et enrouleurs jusqu'au poste de travail, également source de chute de plein pied. Et si vraiment vous devez utiliser des rallonges et des enrouleurs, voici quelques recommandations. Choisissez-les en fonction de la puissance des équipements à brancher dessus. Préconisez à vos équipes de ne pas laisser le câble enroulé car la dissipation de chaleur en serait réduite, pouvant dégrader l'équipement. Enfin, concernant les armoires ou coffrets, veillez à ce qu'ils aient un système de fermeture rendant non accessibles les pièces nues sous tension.
Vous veillerez à ce qu'il soit équipé d'un système d'arrêt d'urgence et que soient clairement indiquées les consignes préalables à un réenclenchement de l'énergie. Pour garantir la protection efficace, vos coffrets doivent être équipés de disjoncteurs différentiels haute sensibilité, DDHS, calibrés à 30 mA, protection indispensable même si vous vous branchez sur l'installation du client. Pour la garantie de travail en sécurité, il vous faudra également un détecteur d'absence de tension, matériel utilisé exclusivement par une personne habilitée. Seul le détecteur permet de garantir l'absence de tension, alors que le multimètre ou le stylo-détecteur de tension sont possibles sources d'erreurs. Allez. Pour ce dernier chapitre, j'aimerais vous proposer quelques solutions de sensibilisation et d'anticipation au quotidien. Nous l'avons donc vu dans les 2 précédents chapitres, il existe des solutions organisationnelles simples pour limiter au maximum le risque électrique. Mais le dernier rempart en termes de prévention, c'est l'implication de tous. Je vous invite à faire des quarts d'heure sécurité ou des réunions du matin sur certaines phases critiques de vos chantiers pour rappeler régulièrement ces fondamentaux. Repérez les installations électriques existantes afin d'éviter à toute personne non autorisée de rentrer dans le périmètre dangereux. Pour cela, rappelez l'importance d'une inspection préalable et de la vigilance permanente en cas de doute ou d'évolution qui conduirait à l'arrêt d'opération et à réaliser une nouvelle analyse. Seul du personnel formé et habilité pourra effectuer des opérations de raccordement ou de mise en sécurité électrique d'une installation afin de pouvoir alors donner le feu vert aux autres opérateurs. Enfin, la moindre détérioration sur les installations existantes ou des équipements amenés sur le chantier doit attirer l'attention. Le remplacement ou les réparations sont confiés à du personnel autorisé afin de garantir une remise en état avec le niveau de protection électrique imposé. Et n'hésitez pas à utiliser des affiches qui viendront compléter vos campagnes de sensibilisation sur ce risque invisible. Oui, Serge ? Valérie, Clément, vous le savez, malgré toutes les précautions évoquées dans les précédents chapitres, un incident ou un accident peut malheureusement arriver. Voici quelques conseils utiles. Profitez de l'accueil sur chantier ou d'une réunion du matin pour faire découvrir à chacun les moyens de coupure et les emplacements des arrêts d'urgence. Prenez du temps pour expliquer les consignes de sécurité, comme l'affiche sur le soin aux électrisés. Cela sera peut-être l'occasion d'inciter certains à suivre une formation Sauveteur Secouriste du Travail. Enfin, rappelons le caractère systématique des visites médicales en cas de contact avec l'électricité. Car, même si on peut évoquer une simple châtaigne, on ne sait pas les conséquences à l'intérieur du corps. Oui, c'est très juste, Serge. Voilà, je pense que comme Clément, vous avez trouvé ici quelques astuces et conseils à appliquer sur vos chantiers. Avant de conclure, voici un quiz sur ce que nous venons de voir.